Et puis, eh bien, on peut enchaîner avec le troisième du jour, Tidjane Salin. Voilà, j'arrive enfin à bien le prononcer. Dis-nous alors d'où est-ce qu'il sort, parce qu'en plus, il me semble que il a remonté assez tardivement dans les mock drafts, je crois. Ouais, en fait, il est apparu cette année. Surtout, Ouais. alors au début d'année, il était un peu présent, mais on est parlé sur un prospect, tu vois, deuxième tour, fin de premier tour, et on pensait pas forcément qu'il allait y aller cette année. Et puis finalement, il est monté, il a explosé. Alors, ce qu'on sait, c'est que les gens qui le suivaient dans son développement pro savaient que Tidjane Salin allait à réussir à ce niveau-là et qu'il allait être attendu. D'accord. Donc les scouts NBA et les franchises ne sont pas non plus tant surprises que ça par l'explosion de Salin. C'est juste le grand public, le scouting Twitter, comme dont je fais partie, qui a découvert le garçon. Il a été développé du coup au Pôle France. Ensuite, il est allé au centre de formation Cholet où il a joué avec les jeunes. Et cette année, du coup, il a joué dans l'équipe de Cholet avec les pros, avec les adultes, avec les papas. C'est un garçon qui a une grande sœur, Janelle Salin, qui est aussi qui est pro, qu'on a pu voir avec l'équipe de France, qui a été exceptionnelle. Et je crois que Janelle, elle a été draftée en WNBA, mais tu sais, comme cette année, il y avait le truc où les filles avaient pas le droit de faire leur saison de WNBA, qui se chevauchaient avec les JO pour la préparation. Je crois pas qu'elle y était allée. Ça a été le cas pour Marine Johannes avec New York, ou Liana Rupert avec les Aces. Donc voilà, Janelle Salin, elle devrait être en WNBA, mais où exactement, je sais plus. Je suis pas assez le basketball féminin, malheureusement pour moi. Tidjane, du coup, c'est un garçon, c'est pas le plus gros talentueux. D'accord. Voilà, il est pas né avec un talent de fou. Par contre, c'est un énorme bosseur et c'est un garçon qui vit pour le basket. Et ce qu'on a pu entendre, c'est tu veux lui parler, il veut te parler de basket. Il veut parler que de basket. Tu lui dis qu'est-ce qu'on fait ce soir, il dit on va shooter, on va à l'entraînement. Qu'il a pas énormément de passion à gauche à droite, qu'il a pas d'énormément de choses dans ta vie qui l'excite à part le basket. Donc il veut... Ouais, il est comme nous, quoi, en gros. C'est ça. C'est ça, sauf que il fait 2m06 et que maintenant il est millionnaire. Ouais, c'est pas comme nous. Ce qui peut aider. Et donc c'est un joueur qui est en termes de physique, donc 2m6, qui est monté très haut. Il a des très grandes jambes et après il a encore tanké. Tu vois, c'est un peu pas une anomalie, mais on dit qu'il est monté très haut et puis ensuite derrière c'est très épaissi. Ouais. Et ce qui a été impressionnant chez lui, c'est les progrès au shoot. Il est à quasiment 40% à 3 points, il en prend 4 par match en Betclic Elite. Dans les championnats un peu plus au niveau européen, il est à 34% et c'est une grosse menace. Alors c'est beaucoup de catch and shoot, mais il y a un joueur qui a aussi pu montrer une distance NBA, qui a pu montrer de la régularité et qui est très efficace dans pick and pop. Je pose des écrans, je fais un décalage quand même parce que j'ai un physique important et je vais tirer. Et c'est un garçon qui est un excellent joueur loin du ballon dans tous les aspects off-ball qu'on peut décrire. D'accord. Ouais, donc le côté, tu dis, c'est un accro de basket, etc., ça se transpose bien. Parce que il doit comprendre bien le jeu s'il bouffe ça toute la journée, quoi, au final. Ouais, c'est pas le gars qui va prendre le ballon, c'est peut-être dans le top 10, parce qu'il est drafté 6ème par Charlotte. Dans le top 10, c'est peut-être un des joueurs qui a le moins de potentiel balle en main. C'est pas un mec qui va se créer son propre tir, c'est pas un mec qui va poser la balle, c'est pas un garçon qui va exploser par ses pull-ups. Par contre, c'est un garçon qui comprend très bien les coupes, qui comprend très bien lorsque la défense elle fait une rotation où se placer, qui a une physicalité pour agresser le rebond offensif et être présent, qui a du shooting à 3 points, qui sait se repositionner, et puis de l'autre côté du terrain, défensivement, c'est un mec qui est pas trop attiré par la balle, qui propose qui peut encaisser le contact, qui peut switcher, qui repousse des adultes avec son jeune âge et qui fait les bonnes rotas et qui sécurise le rebond. Ouais. Donc c'est encore une fois on parle de Swindy, mais voilà, le Swindy sur les postes 3-4 assez idéal et qui a encore continué de grandir. C'est ça, ouais, poste 4, ils disent apparemment là, mais il fait 6-9 de taille, ouais. Et, des bras de 7-1, c'est pas mal, hein, ce bonus pour la défense notamment. Plus tu parles du QI basket et tu as parlé du jump shot aussi. À quel point est-ce que tu crois là-dessus, sur ce côté, quel niveau de jump shooter on peut avoir? Parce que d'après ce que tu me dis, hein, si on a
peu de création pure, de talent pur, avec la balle, dribble, pick and roll, etc. Enfin, si on n'a pas la création, on peut tout de même avoir un magnifique profil de le connecteur passeur, jeu sans ballon, et puis la défense on et off ball avec en plus du switch, de la mobilité. Ça fait qu'un package hyper intéressant. Mais à quel point est-ce qu'on a ce jump shot qui va être de bon niveau, tu penses? Je pense que le catch and shoot va être présent. Je pense qu'on a un joueur qui va entre 35 et 40% à 3 points carrière. Donc ce qui est vraiment bien, avec fort volume. C'est un gars, il déclenche vite, il peut tirer de partout, il n'y a pas encore une fois de problème de latéralisation. Les mains, elles sont prêtes aussi. C'est un gars qui va, se dit, très utilisé dans le posage d'écran. Honnêtement, c'est un poste un peu 4 à l'ancienne dans le profil de jeu, dans le rôle. Tu vois, il tombe à Charlotte où il y a Grant Williams. Je trouve ça bien. Parce qu'on peut être sur du rôle un peu similaire. Miles Bridges aussi, je trouve ça bien. On peut être sur du rôle un peu similaire. Je pose des écrans, je provoque un switch, je vais popper tout de suite à 3 points. Si la défense, elle fait une erreur et qu'elle met 2 mecs sur le ballon, parce que t'as la mélo ball et qu'il faut défendre, et je vais te sanctionner. Et puis sinon, je vais t'agresser sur du robot offensif. C'est pas un garçon qui va être dans de la course. Comme un Doug McDermott ou autre, c'est pas un garçon qui va, tu vois, poser un écran qui va rejaillir à l'opposé, qui va shooter, quoi. C'est plus, je mets un écran, je me positionne, je tire. Ou bien je suis en fin de chaîne dans les corners, je tire. Ouais, c'est un peu de mouvement dans le pick and pop, mais c'est pas du mouvement au point de faire de sortie d'écran, relocation à 3 points, etc. Il n'y a pas non plus ça. Et, dans son équipe, il y a Brandon Miller, tu vois, qui fait ça parfaitement bien. Lui, il va être plus sur un profil physique tanké comme un Grant ou un Miles Bridges, qui sont pour moi deux. Alors, je parle pas dans le caractère, parce que on a deux sacrés pour des raisons différentes, mais qui sont dans le basket des très bons modèles de jeu pour Tidjane Sala. Ouais. Et au niveau de la création, à quel point tu penses que c'est s'il y a un plafond plus ou moins définitif, ou à quel point tu y crois, toi? Parce que, tu vois, notamment, tu as parlé du beau profil physique, mais est-ce qu'on a un peu d'explosivité, de vivacité? Est-ce qu'on a un dribble qui peut se développer? Parce que quand on parle de ça, tu vois, Grant Williams, ce qui manque un peu, c'est l'envergure, justement. Et donc, pour moi, Dallas a fait aussi ce trade parce qu'il y avait un rajout de punch qu'il y a eu avec Washington que Grant Williams n'avait pas, parce que plus agressif, plus de longueur de bras, etc. À quel point ça peut venir? Et à quel niveau? Parce que, bon, je suppose que ça sera jamais genre le Blake Griffin des grandes années sur ce poste 4 agressif, scoreur, etc. Mais où est-ce que tu penses que ça pourrait aller? C'est un garçon qui est en équipe de France jeune et en espoir qui initiait beaucoup de jeux. Tu vois, Manu, avec qui on parle souvent, il me dit on n'a pas encore vu tout ce que Tidjane peut faire. Parce que à Cholet, il y avait un rôle et qu'encore une fois, on voulait gagner des matchs. C'était quelque chose qu'il avait beaucoup plus en magasin. Maintenant, à l'état supérieur, le dribble, il est compliqué quand il faut, tu vois, changer de direction, changer de rythme. C'est un joueur qui peut attaquer des deux mains le panier, qui peut finir en théorie des deux mains au cercle, mais qui a plus de mal dans le changement de direction, qui a plus de mal dans le changement de vitesse. Un point faible qu'il a eu là en BetClick, c'est qu'il a fini à moins de 40% près du panier. Ce qui est vraiment, vraiment très très faible. Enfin, en tout cas, pas près du panier, mais sur le 2 points. Et près du panier, on était à moins de 50%. Et c'est quoi? C'est une question d'agressivité, d'explosivité, de savoir-faire en termes de technique, de footwork autour du panier? C'est quoi un peu le... Ouais, je pense que c'est ça. C'est que il a beaucoup évolué physiquement en termes de prise de taille et aussi prise de masse. Il a continué, tu vois, de s'épaissir, et qu'il a encore pas trop conscience de comment, justement, la proprioception que Zarek Rizaché a bien. Lui, il a pas encore trop ça. C'est une fois en l'air. Comment j'ai placé mon bras, comment je vais terminer. Parce que il lit bien le jeu. Il fait des bons curls. Il fait des bonnes coupes. Il a l'envergure, il a l'explosivité, il a la puissance. Donc, il doit mieux finir. C'est un joueur qui a, tu vois, tu te dirais pas qu'il est aussi peu efficace quand tu vois le match. Enfin, tu vois, le test visuel est trompeur par rapport au réalisme. Maintenant, il a attaqué beaucoup aussi des intérieurs adultes de 28, 29, 30 ans. Et à mon avis, ça joue quand même aussi. Donc, pour moi, il faut prendre de l'expérience, et ça devrait le faire. J'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, mais c'est quand même un point à souligner. Il a pas été, pour le moment, ultra efficient dans ce secteur du jeu-là. Oui, il faut en fait, littéralement, il faut du savoir-faire. En fait, il a les qualités athlétiques, les qualités physiques, mais maintenant il faut apprendre à jouer, entre guillemets, grosso modo. Mais il y a un peu cette idée, et c'est vrai que, tu vois, moi, il y a un point là-dessus que j'aime bien. Alors, ça veut pas dire qu'il va réussir, mais
c'est qu'apparemment, j'ai lu deux, trois trucs comme quoi il joue pas non plus depuis si longtemps de basket un peu de manière organisée et même un peu professionnelle ou semi-pro ou les jeunes, etc. Et tu vois, c'est un peu la différence avec Alex Sarr. Tu nous dis, hein, il a été au Real Madrid il y a déjà 4-5 ans ou ce genre de truc où il est sur les circuits depuis toujours. Rizaché, c'est un peu pareil. J'aime bien un peu ce genre de profil où, en fait, ils ont pas beaucoup joué depuis pas tant d'années que ça, mais il y a déjà un peu d'instinct. Et l'exemple que moi je sors toujours, hein, pardon pour les auditeurs si je rabâche, mais c'est un peu Joel Embiid qui était comme ça et qui était une grande force qu'on dit. Mais non, mais le mec joue au basket depuis 2 ans, à peine 2-3 ans, et pourtant regardez, il y a des instincts naturels en fait. C'est la différence avec à l'époque c'était Wiggins qui faisait les circuits hyper connus depuis qu'il avait 10 ans, et puis voilà, il y avait des limites et on savait que voilà, on l'a déjà vu tester, on a compris que ça viendrait jamais vraiment quoi. Et je sais pas, enfin tu me dis hein, si je me trompe ou pas, mais avec lui j'ai lu qu'il y avait un peu ce truc de il y a déjà des instincts naturels pour le jeu. Il n'y a pas le savoir-faire, mais en même temps, le fait qu'il y ait déjà ces bons instincts naturels, ce sens du jeu, alors qu'il n'a pas tant que joué que ça, c'est peut-être aussi un positif sur le fait de, en fait, il a même pas l'expérience, donc peut-être qu'il pourra apprendre encore plus, quoi. Ouais, clairement, il a commencé le basket, tu vois, il avait 8-9 ans, et puis il a suivi pas mal de fois sa sœur, hein, qui était la basketteuse de la famille, et voilà, vraiment, tous les échos que j'ai eus à chaque fois par les gens qui ont pu le suivre professionnellement, tu vois, individuellement, c'est très shonen, hein, c'est très manga, mais c'est pas le génie, mais c'est le bosseur. Et il veut bien faire et il va se donner, il va se buter, et c'est pour ça qu'il progresse et qu'aujourd'hui il est 6ème de draft par rapport à des joueurs qui sont plus talentueux que lui de base. C'est parce que il a eu conscience de ses limites techniques. Il a joué arrière jusqu'en 2019. Ouais. Et ensuite, il a évolué sur un poste où il va plus trop dribbler. Au pôle espoir, on lui dit non, toi tu vas être plus intérieur de formation. Il a dit si je veux être efficace en jouant plus ailier fort, je vais faire ça. Et il a beaucoup bossé pour être efficient dans les secteurs qu'on lui a dit. On lui a dit au début c'était pas un grand shooter, on lui a dit faut que tu sois un bon shooter pour être bon à haut niveau, en tout cas là où toi tu veux aller. Il a dit ok, je vais travailler à fond mon tir à 3 points, et aujourd'hui il est à 35% de tir à 3 points, et il est sélectionné à la draft beaucoup parce qu'il est capable d'écarter le jeu. Ouais. Et sur ces joueurs un peu neufs entre guillemets, hein, qui sont un peu nouveaux, mais un truc que j'aime bien c'est regarder au niveau du toucher, parce qu'on sait que c'est une qualité qui peut évoluer un peu, mais c'est quand même un peu une qualité de base, quoi, un truc fondamental qui peut bouger, mais qui est quand même, si c'est là dès le début, c'est cool. Lui, il en nous un peu au niveau de se toucher, parce que tu parles de la finition au panier qui est pas top, mais en même temps tu dis aussi qu'il a du jump shot, donc peut-être que le panier c'est juste, comme on dit, une question de footwork et de naviguer dans le trafic, mais qu'en fait il y a déjà ce toucher de base en fait. Ouais, vraiment, je pense qu'il y a plus un problème d'utiliser épaule, bras, avant-bras pour amener la balle au cercle plutôt que la main. Ouais. Je pense qu'il faut qu'il décompose un peu trop son corps, tu vois, dans ces secteurs, et qu'il réfléchit un petit peu trop, et qu'il faut que maintenant fluidifier tout ça entre effectivement ton bas du corps, ton haut du corps, les épaules, les bras, quand je suis en l'air, comment me repérer, comment me déplacer, et qu'une fois qu'on aura assemblé ce côté mécanisme, ça sera de plus en plus fluide. Voilà, faut voir comme un engrenage, c'est pas un naturel. C'est un mec, c'est un bosseur, et c'est un gars qui progresse. On en discutait beaucoup entre nous. Tu prends les 3 Français, en tout cas, moi c'est le cas, ce que je préfère, il y en a d'autres qui sont dans mon avis, celui qu'on préfère, c'est Salin. Ouais. Tu vois, celui qu'on se dit, ça peut être peut-être la plus belle carrière, Salin. Celui qui a le plus le côté aussi NBA. Alors, au-delà de Paco Mdadié qui est un ricain pur souche, hein, un français, mais c'est un ricain pur souche dans sa mentalité, Salin aussi. Donc voilà, et puis l'entourage encore une fois est très très bon, tu vois, quand il se fait drafter, les gens vont voir Janelle Salin, et ils lui parlent et ils lui disent oui, votre frère s'est fait drafter. Bon, déjà elle est saoulée parce que c'est son interview, et ils disent venez me parler à moi et pas de mon frère, tu vois. Et puis il dit il est drafté, c'est bien, mais c'est que le début, pour l'instant il est encore personne et qu'ils doivent bosser. Donc il y a ce côté un peu compétition, tu vois, et truc pro, en disant voilà, t'es qu'au début de ton chemin, quoi. Ouais, je vois. 1,2 steals en 22 minutes de jeu par match. DeAndre Ayton, c'est 1 steal par 32 minutes par match. Non, mais j'aime bien, encore une fois, j'aime bien l'indicateur d'interception, ça montre aussi ce QI basket. Donc voilà, et d'ailleurs, tu dis que vous l'aimez beaucoup.
malgré ce manque de talent pur et de création qui a l'air moins évident peut-être que les autres, sur le petit jeu des scénarios idéal, médian et pessimiste, sur le idéal donc, est-ce que tu imagines une version qui est Border All-Star ou Border, top 40 NBA hyper valuable, même sans cette création de scoring? Je pense, ouais. Je pense parce que, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Miles Bridges, qui, bon voilà, c'est, pour moi, humainement, c'est pas acceptable et c'était un joueur, tu vois, que j'adorais en université, Miles Bridges, c'était un de mes favoris et bon, je suis dégoûté, mais voilà, ainsi va la vie. Alors, il est Border All-Star, ce garçon, avant qu'il y ait le scandale, tu vois, de frapper sa femme. C'est un énorme scoreur qui shoot à 3 points et qui est ultra puissant. Tidjane Salin, il peut être comme ça en étant un peu plus grand en plus. C'est un garçon sur un partenaire de pick and roll, pick and pop. Honnêtement, en termes de développement, il peut shooter, donc tu vas pas pouvoir faire la passe sur les écrans. Si tu switches, il est grand, il est puissant, il veut t'enfoncer. Il peut faire sortir d'écran et curl, il n'y a pas forcément besoin d'avoir la balle. Ça peut être un vrai fort partenaire de pick and roll, donc je sais pas à quel point il peut aller vers un Miles Bridges, un Julius Randle, un profil comme ça, mais je pense que ça peut être un excellent joueur et un enfer pour les défenses adverses. Et défensivement, à quel point tu le vois être transcendant? Tu vois, on prend un peu le modèle poste 4 mobile sur l'échelle entre Julius Randle et Draymond Green, où est-ce qu'il va se situer? Un entre-deux, forcément un entre-deux. Je pense que ça va être un bon défenseur sur l'homme, qu'il va vraiment bien encaisser le contact et donc tu pourras pas trop le déborder, qu'il est long. Il sécurise bien le rebond, donc ça va être aussi intéressant. C'est pas un joueur qui va trop s'oublier là-dessus. Tu vois, dans des profils, moi dans mon équipe au Bulls, il y a Patrick Williams par exemple, qui a un profil, un physique un peu similaire. Patrick Williams, c'est un excellent défenseur, bien tanké sur l'homme, mais sur la finition rebond, il s'oublie un petit peu. Ouais. Tidjane, je pense qu'il peut être comme ça aussi, un bon gros tank que tu vas envoyer face au Giannis, face au LeBron, bon, même si LeBron, il ne restera pas 10 ans normalement, qui sait. Il est infinissable, mais t'as une arme face au gros buff, même Zion Williamson, et en même temps, il peut défendre aussi des ailiers un peu plus déliés, justement, les Jason Tatum et autres. Donc je pense que ça va être un garçon qui va être très vite envoyé sur le meilleur ailier adverse porteur de balle. Ça va lui plaire. C'est juste dommage qu'il atterrisse à Charlotte alors, parce que tu dis c'est un bon rebondeur, mais est-ce qu'il y aura des rebonds à Charlotte? Est-ce que des tirs vont être loupés contre Charlotte l'an prochain? Je suis pas sûr. Le contexte, tu vois, on n'en a pas trop parlé pour les deux autres garçons avant, mais le contexte Charlotte est un peu particulier. Moi j'étais content qu'il tombe là-bas parce que en théorie t'as un maître à jouer. Alors je sais pas à quel point il joue, mais tu vois à quel point il va être blessé ou pas, mais en théorie t'as un Lamelo Ball. Donc en termes de développement pour un basketteur qui est bon loin du ballon et son rôle c'est de poser des écrans, pick and pop et rouler, c'est quand même assez incroyable. T'as un Brandon Miller qui va avoir des responsabilités balle en main. T'as deux mecs sur le profil de développement qui sont assez similaires avec Grant Williams et Miles Bridges, et t'as un pivot, Mark Williams aussi, qui est un bon défenseur. Donc ce qui va être dur, c'est d'avoir beaucoup de temps de jeu, je pense, dans cette équipe. Je vois pas Tidjane être à plus de 18 minutes par match, ce serait déjà très très bien. Par contre, je trouve que le contexte, pour lui, en termes de développement, il est super. Ouais. Comme tu dis, le fait d'avoir la Melo Ball, en gros, s'il était tombé ailleurs versus là, en gros, il y a 5 tirs ouverts de plus par match facile, quoi. Donc pour l'efficacité, pour la production, c'est bien, quoi. Et la balle, elle va tomber au bon endroit, et dans différents scénarios, et dans différentes, tu vois, répétitions. Et voilà, ce qui va être complexe pour Tidjane Salin, c'est de réussir à évacuer un dégât sur son poste dans les années qui suivent. Tu vois, il va falloir que Charlotte, au bout je dirais, tu vois, dans 2 ans, se dise, ok, Grant Williams ou Miles Bridges, au revoir, parce que notre poste 4 titulaire, c'est Tidjane Salin. Mais pour commencer, moi, je trouve ça vraiment, vraiment très, très bien. En termes de comparaison, alors un ancien Hornet justement, mais si je te dis un peu PJ Washington, à ton avis, en termes de niveau de jeu et de profil, c'est une bonne comparaison ou tu le vois même un peu faire mieux? Je pense qu'il peut être meilleur finisseur de sous le panier et attaquer sous le panier que PJ Washington, parce qu'il est plus tanké, plus puissant. Je sais pas s'il va être aussi mobile pour dégainer, tu vois, comme tu me disais tout à l'heure, que PJ Washington. Par contre, il va agresser le panier, je pense, et il va être un joueur qui va être cherché sur des switches pour du post ou pour du curl. Ouais.
Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.